Bonjour et bienvenue dans Sa balance à Paris. C'est très joyeux. Au sommaire, qu'ont pensé nos chroniqueurs d'Immortel, le dernier film de Richard Berry? Le pari de Dany, dernier album de la chanteuse, est-il réussi? Enfin, ont-ils aimé le dernier roman d'Éric Emmanuel Schmitt? Réponse avec Pierre Lescure, tout de suite après le générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça sent le printemps. On sent que les frimas sont partis, que tout ça est en train de bourgeonner. En veux-tu, en voilà, ce qui nous a mis d'une humeur de rose. Et on vous a donc préparé un sommaire d'enfer et un casting de rêve. En saluant d'abord une nouvelle dont on connaît la voix sur Radio Nova, qui est maintenant avec nous, Mathilde Serrel. Doit-on présenter Philippe Tesson? Fishing for compliment. De retour de New York d'ailleurs, Thierry Chaise. Audrey Diwan en partance pour Hollywood. Et l'universel Ariel Dombal. Je vous avais dit que ce serait luxueux. Alors, le temps de vous remettre de vos émotions devant ce casting, je vous propose la balance de la semaine de Claire Touzard. Voyons un peu ce qui s'est passé this week. Oui Pierre, cette semaine, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Allez-y, on y va. Au top, Romain Duris plus Vanessa Paradis plus une jolie comédie, c'est l'équation parfaite du moment. À peine débarqué, l'arnaqueur piquait déjà le cœur de 2500 spectateurs. T'es un malade? En parlant de cœur piqué, Marion Cotillard a chaviré quand Frédéric Mitterrand lui a violemment épinglé la médaille des arts et des lettres. Mais bon, après elle était toute contente avec son nouveau pins. Bon bah, pas de surprise, les Enfoirés sortent un album et hop, ils se placent en tête des ventes avec 143 000 CD écoulés. Mais le buzz énorme de ces derniers jours, le voilà. Avec ce clip très tarantinesque, Lady Gaga et sa copine Beyoncé ont carrément affolé le web, on comprend pourquoi. You've been a very bad girl. Rayon librairie, Anna Gavalda résiste au top des ventes face à l'arrivée de 4 mastodontes littéraires. J'ai nommé dans l'ordre Éric Emmanuel Schmitt, Patrick Modiano, Harlan Coben, Paul Auster. Anna résistera ou résistera pas? Ça n'a rien d'esthétique ni de sexuel. C'est plutôt anti. Pas top. On aime beaucoup Fatih Akin, mais avec Soul Kitchen, il n'a pas trouvé les bons ingrédients pour nous faire marrer, et ses blagues avariées lui valent un petit 560 entrées le premier jour. Blanc comme neige a laissé les spectateurs de glace. 710 entrées sur 15 ciné français. Ouais, ils sont sur la mauvaise pente, les gars. De Villiers a craqué et a traité les hard rockers de satanistes, mais parfois De Villiers ne nous ferait-il pas un peu plus peur que ça? Le prix de la promo la plus glauque de la semaine est attribué à Éric Zemmour. Alors que le journaliste sort un livre sur la vieille France, il fait scandale sur les plateaux télé avec des propos jugés racistes par plusieurs associations. Bouh! Enfin, un Lucian Freud, on l'adore au musée, mais on ne le rapporterait pas chez soi. Je ne vivrai absolument pas avec ça. Non, pas chez moi, pas chez moi. Merci Claire, à la semaine prochaine. On va attaquer avec du cinéma, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec le nouveau film de Richard Berry, qui porte le titre très fort, Choc de l'immortel. Et Dieu sait s'il est immortel, ce Charlie Mattei, puisqu'il s'est rangé des voitures, théoriquement. C'est un gangster qui a été un des rois de la pègre dans le sud de la France. En fait, c'est une bonne partie d'un des romans à succès de Franz-Olivier Gisbert, mais roman qui a été adapté d'une histoire vraie, celle de Jackie Imbert, l'un des rois de la pègre qui effectivement a survécu. Toujours en vie, absolument, et en pleine forme. Et qui a survécu, lui, on l'avait retrouvé dans un parking de Cassis. Je vous ai un peu raconté l'histoire comme ça, vite fait, bien fait, mais regardez plutôt la bande-annonce et regardez le casting là aussi. Si vous voulez que l'enquête avance, il va falloir nous aider. Non. Nous avons le même point faible, vous et moi. La famille.
s'occupe bien de toi. Bon. T'es mon frère, Charlie. Si y a quoi que ce soit, je suis là. C'est une question d'honneur. J'ai fait ça pendant 40 ans. À quoi ça sert l'honneur quand t'es mort? Si on me tue, ça sera la guerre. Mais putain, Charlie, réveille-toi, c'est déjà la guerre. Charlie! Vous savez mieux que personne ce que c'est que de perdre ce qu'on a de plus cher au monde. Les histoires de voyous, j'en ai rien à foutre. Quand t'es rentré là-dedans, c'est fini. Tu peux plus en sortir. Pour en arriver là, il a fallu qu'on en fasse des coups tordus. Hein. Il a fallu en dégager des types. T'es condamné à y rester. Il a tout arrêté, crois-moi. Alors pourquoi on lui tire dessus? Je sais pas. Et à y crever. Le mal, c'est le mal. Il est en nous. Il faut l'accepter. Voilà ce casting pour ce nouveau film, donc, de Richard Berry. Thierry? Exactement, alors on est en sentier très, très connu et très rare pour le cinéma français, justement le film de mafieux. Et je trouve que ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est la manière dont Berry, à la fois, s'empare de tous les clichés du genre, avec une efficacité étonnante. Moi, je trouve que c'est le meilleur film qu'il a réalisé jusque-là. Et puis, il s'appuie sur des comédiens, un casting en effet étonnant, parce que on va pas forcément voir Marina Foïs chez Richard Berry. Et surtout, moi, je n'avais plus vu Jean Reno comme ça depuis Léon. Il y a quelqu'un, d'un seul coup, je vois Jean Reno qui est capable de m'émouvoir, Jean Reno qui est capable de jouer quelque chose. On sent qu'il est regardé par un metteur en scène qu'il a pris pour jouer quelque chose et qu'il a poussé à bout. Tout ça fait donc qu'on s'attache au personnage, qu'on s'attache à l'histoire. Et une fois encore, il n'oublie pas d'être efficace. Ça peut ôter certaines personnes en disant oui, c'est monté, un montage ultra rapide et tout ça. Quand c'est un film américain, on dit qu'est-ce que c'est efficace. C'est pas parce que c'est un film français que ça ne l'est pas. Mon seul bémol concerne la prestation de Cadmerade, car au milieu de tout ce casting vraiment formidable, il y a quelqu'un qui a un accent marseillais une fois sur deux, qui maîtrise le texte à peu près comme ça ne marche pas. Ariel? Écoutez, moi d'abord, quand j'ai vu le titre L'Immortel, je me suis dit, mais comment on n'a pas le droit de prendre ce merveilleux titre, parce que c'était le premier film d'Alain Robbe-Grillet. Donc j'y suis allée avec l'idée, mais comment ose-t-on prendre ce titre? Et puis après, donc, je me suis laissée embarquer. Ah, on était loin de Robbe-Grillet, ça c'est... Oui, enfin bon, bien qu'il y a du sang dans les films d'Alain, toujours, et là, il y en a énormément. Et j'ai trouvé que c'était un film comme ça, peut-être d'une très grande efficacité pour ados, avec, oui, énormément de... L'autre ado, là. Non, mais énormément de clichés, je trouve, cliché sur cliché. Maintenant, quand on est criblé de balles, la caméra part avec du remapping, et on entre dans la blessure, et on voit, etc., les nerfs, on va à l'intérieur du corps, voilà, il y a tout ce côté... Ça fait très peur. Ah ben c'est urgence. Voilà, c'est film d'horreur. Nip-tuck, urgence, voilà, tout ça. les experts, etc., tout ça à la sauce française, marseillaise, comme ça. Moi, ce n'est pas tellement mon genre de film, mais enfin bon, si on veut des sortes de petits électrochocs, comme ça. Philippe? Moi, je dirais moins bien les choses que Thierry, mais si j'avais eu du talent, j'aurais dit exactement ce qu'il a dit. Bon, merci Philippe. Mais vous ne m'empêcherez quand même pas d'ajouter 2 ou 3 mots. Ah, il n'a pas vu le film. J'ai vu le film. Il y a un peu trop de bruit. C'est très enfantin. Il y a un montage... Comme quoi, ça marche bien, là. Il y a un montage un peu trop heurté. C'est très, très violent. Il y a des mais coups ça, de c'est pied comme dans ça le qu'on fait, visage. paraît-il, maintenant. Il y a un peu trop de balles. Il y a un peu trop de réalisme violent, un peu trop de violence, de naturalisme. Mais néanmoins, ça vous a plu. Oui, et néanmoins, ça m'a plu. Oui, C'est pour les raisons presque que j'ai dit. gore, Avec c'est un presque Reno gore. que j'ai trouvé fantastique. Dans Si c'est le Reno de Léon... le registre du mec qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins, il est fantastique. Le mutisme est Mathilde, formidable. vous avez trouvé qu'il y avait trop de balles? Oui, trop de balles, trop d'hémoglobine. Une hémoglobine qui pègue en plus. C'est-à-dire que ça reste 2-3 jours après le film, on est hanté. Je peux vous donner dans le désordre. On a quand même machette, règlement de compte chien, et vous verrez ça dans le film. Ça donne un truc très très gore. Donc moi, j'étais avec d'autres critiques aguerris en projet de presse. J'étais quand même cachée dans mon manteau toutes les 2 minutes. Donc je le dis, j'ai
pas vu toutes les scènes du film, par honnêteté. Et sinon, sur le plan esthétique, je trouve que ça commence comme une pub pour une voiture, en fait, avec une grande berline qui s'élance, qui fait des lacets, la musique classique à fond dans le lecteur CD, on l'a entendu dans la bande-annonce. Et ça finit comme un moment pâte à tartiner, pour ne pas citer de marque. Soleil couchant, famille, tout le monde réuni. Et ça, c'est pas forcément mon esthétique. Pâte à tartiner marron, vous voulez dire? Bah, marron, et vous voyez, avec des noisettes et tutti quanti. C'est dommage que ça soit pas en noir et blanc. C'est une option, avec le son rouge, comme dans les films de Tim Burton. qu'on voit bien en noir et blanc. Et muet. Oui. Et en gros, je dis que ce serait bien si ça existait encore sur TF1 pour Ciné Dimanche. Bon. Voilà, mais je trouve aussi. Bon, ben voilà, on est à 2-2. Donc, ça nous amène, nous, à aller, n'est-ce pas, Audrey, essayer de trancher et de mettre notre grain de sel dans tout ça. On va passer à un disque de la musique. Ça s'appelle le Paris de Dany. Dany, je ne vous la présente pas. Et là, après Haine comme Never Again, après Tout dépend du contexte, Laissez-moi rire, elle nous présente son Paris. Elle a demandé à 9 de ses amis, auteurs ou compositeurs, de lui proposer des textes et des musiques à partir d'une règle simple, d'un désir simple. Je voudrais une chanson sur Paris. Il y en a déjà eu des magnifiques. Et là, ce sont des regards de Parisiens d'aujourd'hui ou d'amoureux de Paris d'aujourd'hui et qui ont proposé, dont on retrouve parmi eux Jean Faux, qui a tellement travaillé pour Bachung, Jacques Duval, Cali, Jean-Jacques Burnel, Le Retour des Stranglers, Alain Chamfort, Pierre-Dominique Burgot, celui qui a fait justement le Saint-Laurent avec Chamfort, Ronnie Bird, de retour de New York comme le petit chaise, Madère, etc. etc. Donc ça donne un disque assez étonnant que vous avez écouté, Mathilde. J'ai écouté chez moi dans des conditions optimum pour un disque, hein, une chaîne à peu près correcte, un samedi matin, rien à faire, à part des tâches très prosaïques du genre rangement et ménage. Et je trouve que ça m'a fait penser à il y avait un critique dans Libération qui avait parlé d'un disque du groupe R et qui disait ça donne envie de pleurer en faisant la vaisselle. Moi je trouve que ce disque ça donne envie de rêvasser en rangeant sa table basse et c'est absolument pas un truc méchant dans ma bouche, c'est un compliment. C'est-à-dire que ça rentre par la fenêtre comme ça chez vous. Il y a cette espèce comme un air de Paris. Un air de Paris, intimité immédiate, ça esthétise le quotidien, ça rend d'humeur rêveuse. En plus, moi je trouve que le grand concept de l'album, c'est la rencontre avec Jean-Philippe Verdun, que tout le monde ne connaît pas, qui se fait appeler Ready Made FC depuis quelques années, qui a fait découvrir Yael Naïm, qui a fait une chanson sublime qui s'appelle Funiculaire et qui est probablement prémonitoire avec cette rencontre avec Dany. Et c'est lui qui est le metteur en musique, on dit producteur, mais c'est pas un type juste derrière une console, c'est le metteur en musique, il orchestre ça très bien, la rencontre avec les jeunes, les anciens. C'est lui qui avait fait toute la BO de LOL. Voilà, et on parle beaucoup de lui en ce moment pour ça. Et donc moi je trouve ça rétro, mais pas nostalgique. Voilà. Ariel ? Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'était, je ne sais pas, j'ai même eu l'impression d'ouvrir un peu quand on ouvre n'importe quelle page d'un livre de Modiano. Il y a cette espèce de petite musique très parisienne, de personnages comme découpés dans du papier, mais qui ont beaucoup de réalité. Elle est un personnage follement sympathique, Dany. C'est quelqu'un qu'on a tout de suite envie d'aimer. D'ailleurs, elle est très aimable. Et puis, elle a ce style, ce côté Gavroche. C'est une muse. Et je trouve que cette voix complètement rocailleuse, cassée, qui a trop fumé, trop tout fait, et qui est là et qui vous raconte la rive droite, la rive gauche, on est touché, je ne sais pas, c'est une certaine époque. J'adore l'éclectisme de sa balance parce que, par exemple, Mathilde l'a écouté en faisant sa vaisselle et vous l'avez écouté en lisant Modiano. Voilà. Ça va de faire la vaisselle en lisant Modiano. Ariel ne sait pas faire la vaisselle. Mais voilà, avec siffle. Donc vous avez aimé cet album. J'ai aimé et je trouve que ça lui ressemble. Ouais. Il y a une vérité de la personne. Son souffle, c'est elle. On la sent bouger, on la sent vivre. On sent tous ces petits malheurs quotidiens aussi, ces grands bonheurs. Il y a quelque chose d'archi simple. Philippe ? Moi, je fais pas la vaisselle et j'avais déjà lu Modiano. Hélas. Il n'y avait pas de chance. Non, ça marche pas. Non, mais je suis la mauvaise bête, quoi. Pour parler de ça, c'est. Bon alors, attendez. Si vous devez être la mauvaise bête, j'appelle Dany. Alors vas-y mon gars maintenant. Bonjour. Bonjour. La dernière fois. Oui, ça va. On s'y connaît bien. Il allait faire Elle sait bien que je l'aime bien.
c'est pas ça, non, c'est pas elle qui est en cause. C'est le registre. Ah bah si on parle d'autre chose. Est-ce qu'on est... moi, j'aurais préféré... Voilà, je dis mon sentiment. Okay. Est-ce qu'on est dans la nostalgie ou est-ce qu'on est dans ce qui est convenu d'appeler la modernité? On est en fait entre les deux. J'aurais préféré, moi personnellement, qu'elle soit, parce que je la connais, je sais ce qu'elle sait faire. Et donc j'aurais préféré que finalement elle ne s'adresse pas à des compositeurs modernes et qu'elle nous chante. Qu'elle prenne que les compositeurs morts, bien sûr. Mais j'ai le droit de penser ça. Je dis pas que c'est mal. Je dis que j'aurais préféré. Je voudrais entendre Dany. Moi, je préfère entendre Dany. Je peux pas chanter J'ai deux amours, mon pays Paris. C'est pas possible, quoi. Ou Mimosette, je le connais. Avec la ceinture de banane. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des auteurs, compositeurs, c'est des métiers exceptionnels où je suis planquée derrière le dossier d'interprète et qui me balance pour moi des bijoux que j'adore. Oui, après, on aime ou on n'aime pas. Il y a quand même de la nostalgie dans l'amour de Paris tel que vous Paris, mais dans 50 ans, on aimera Paris encore. J'ai dit ce que je pensais. Hein. Bon, Thierry, mais moi, c'est ce que j'aime bien, justement, c'est que ça peut jouer avec des clichés. Qu'en effet, Paris, on l'a chanté et tout ça, et que d'un seul coup, je l'entends non seulement chanter, mais déjà, les arrangements sont vraiment, c'est ça qui me guide. Et puis il y a votre voix qui marche avec tous les arrangements. Alors il y a peut-être, il y avait eu un film qui s'appelait Paris je t'aime avec plein de courts-métrages. Il y en a qu'on préfère à d'autres. Il y en a qu'on préfère à d'autres. Voilà, mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on retient? On retient une balade qu'on a aimé faire. On reviendra peut-être plus dans certaines rues que dans d'autres, mais on a aimé toutes les visiter. Vous l'avez fait sur combien de temps, cet album? Ça fait 2 ans et demi qu'on est à peu près dessus. Mais qu'est-ce qui vous a amené, par exemple, à aller... Moi, je suis vachement content de retrouver Madère, par exemple. Ah oui, mais ça, c'est magnifique avec Ronnie Byrne. Oui. C'est des gens, c'est un ami à moi, Ronnie, je le connais donc depuis au moins 45 ans à peu près. Et il est parti aux États-Unis. Et pour moi, il a une voix exceptionnelle. Si vous entendez Santé chanter par lui, je vous jure qu'à côté, c'est vraiment nul, quoi. Oui, c'est lui qui a fait cette chanson sur le disque qui s'appelle Santé. Sur la fin, là, comme ça, c'est... Et pour les plus jeunes, je signale que Ronnie Byrne, au début des années 60, a écrit quelques titres extraordinaires, Les filles en sucre d'or, j'ai quelques autres. Et puis ensuite, il a été ingénieur du son pour la 2e chaîne à New York, et il travaillait pour le journal. Et il travaille toujours à New York et tout ça. Et je voulais absolument faire ce duo. Après, j'ai eu dans ma route quelqu'un comme Jean-Jacques Burnel, comme voilà, le bassiste des Stranglers, avec qui j'ai une relation artistique depuis quelques années. Et la chanson aussi. Me and You est vachement voilà, bien. C'est notre rencontre, c'était très rigolo et c'est très simple en même temps. Hein. Bon, après, c'est toutes mes petites histoires dans Paris, comme vous pourriez le faire et tout ça. Et voilà. Audrey? Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Thierry, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, des inégalités. Il y a des textes qui ne sont pas forcément à la hauteur d'autres. Évidemment, c'est très subjectif. Ce que vous arrivez à faire, c'est les faire se rencontrer. C'est-à-dire qu'on s'installe, moi je m'installe dans votre voix en fait. Quand je mets un disque de vous, tout à coup, je suis chez moi. Alors je sais pas si je fais la vaisselle, je sais pas si je lis Modiano, mais en tout cas... Moi je fais la vaisselle, j'écoute des disques. Les autres de mes camarades, pour écouter un disque, il faut faire quelque chose à côté, avoir des situations, pas dans un fauteuil, mais vous voyez, de faire la vaisselle. Franchement, quand on bouge à la maison, moi j'écoute des disques. Hein. Mais c'est un joli compliment que vous faites, Audrey, de se dire qu'on s'installe dans votre voix. Mais j'adore cette histoire-là, ça me fait trop plaisir, quoi. S'il fallait se mettre dans quoi? Dans du noir, dans un salon, dans tout ça, pas dans un quotidien, ça m'énerverait. Donc ça me plaît beaucoup, en fait, l'histoire. Cette espèce de poésie parigote que n'ont pas beaucoup de créatures. C'est-à-dire qu'elle fait corps avec tous les textes. On sent que la musique, c'est fait pour elle. Elle est l'inspiratrice de tout ça. Et ça c'est formidable. C'est joyeux. On ne sent pas du tout une espèce de grosse industrie. Hein, une grosse industrie derrière. On sent la poésie, fait avec 3 fois rien. Moi, j'adore. Voilà, ça. cher ami, le pari de Dany nous a comblés. Et nous, on va saluer la rosierie. On s'est servi chez vous, hein. On s'est servi chez vous, il n'y avait plus d'été parfumé. Donc on a pris celle-là. Au revoir, Dany. Au revoir. Le cinéma, Alice au Pays des Merveilles. Tim Burton s'attaque à Alice au Pays des Merveilles. On en attend évidemment des choses mirifiques. Le film sort dans quelques jours et nous sommes, comme nous le faisons maintenant fréquemment, nous sommes allés montrer la bande-annonce à quelques personnes dans la rue en leur disant « Est-ce que ça vous donne envie d'y courir ?» Le film Alice au Pays des Merveilles, on va le voir ou pas, qu'en pense le public? Alice, it's you.
You're back. Alice! Alice! The Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. You're all late for tea! Alice has returned to Wonderland. Since you've been gone, the Red Queen has taken over all of Wonderland. Find her! Help us make the world right again. Off with their heads! I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Stop that. Alors, verdict. Waouh! Bah, ça a l'air super bien. C'est l'univers de Tim Burton. Un peu sombre, un peu loufoque. Moi, ça me dit bien. Oui. Non, j'irai pas le voir. C'est sympa, moi je trouve ça sympa. Je préfère le Burton plus simple, plus bricolage. J'irai le voir comme du divertissement, pas comme quelque chose qui va nourrir l'esprit. C'est nickel, il n'y a rien à dire. En gros, je vous conseille d'y aller. Allez, à très bientôt. Au revoir. C'est incroyable, les gens. Hein. Ils commencent à faire critique maintenant. On leur demande leur avis, puis ils font critique. C'est dingue. Hein. Thierry, lui, il n'a pas vu que la bande-annonce, il a vu tout le film et il nous dit... Moi, je suis un immense fan de Tim Burton, donc l'histoire Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll, ça reste Tim Burton, donc il y a toujours des choses vraiment excellentes. Quand on aime malgré tout Tim Burton, on peut être un peu plus exigeant. Et là, c'est un Tim Burton qui est produit par Disney. Et je trouve que c'est une esthétique pour moi qui s'impose sur la fin très Disney. On est plus dans le monde de Narnia numéro 2 ou 3, très héroïque fantasy, que dans l'univers ou très noir, ou très joyeux et loufoque de Tim Burton. Ce qui fait Tim Burton, c'est Johnny Depp, c'est Linda Carter. Leurs compositions, elles sont bien, mais vraiment, je trouve qu'il y a un univers visuel moyennement réussi, et encore moins avec la 3D. Quand on voit ce qu'a fait James Cameron avec Avatar, c'est pour moi un film qui est fait pour la 3D. Là, on a l'impression d'avoir un film en 2D, et on a dit à Tim Burton, Disney lui a dit, tiens, ça marche Avatar, tu veux pas nous gonfler en 3D? Et donc, moi je m'attendais à ce qu'un magicien de l'image comme lui nous fasse quelque chose encore plus extraordinaire. Et je suis donc resté sur ma faim. Ça va cartonner parce que c'est pour un public ado. Ça se termine d'ailleurs par une chanson d'Avril Lavigne. Et c'est très cohérent avec le film, qui est pour moi un Tim Burton mineur. Mais un Tim Burton mineur vaut bien pas mal de films qu'on voit. Par exemple, un nom Camping Non. Audrey. Non, trop Audrey. facile. Je suis assez d'accord. Enfin, je pense qu'on ne ressort quand même que ravis de ce genre d'expérience. Alors évidemment, on est à la préscience d'un truc en fait, parce que c'est compliqué pour les réalisateurs. Tout à coup, on leur dit, vous allez métamorphoser votre manière de filmer les images. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui marche? Ce qui marche avec la 3D, c'est simple, c'est quand un papillon sort de l'écran. Et là, tout à coup, nous, les spectateurs, on se prend le papillon qui arrive. Quand on a Johnny Depp coupé à la taille, on a un plan moyennement réussi en 3D. Ceci dit, Hélène Bonham Carter, moi, je la trouve fantastique. Je regrette qu'on la voit quasiment que chez lui, parce qu'il y a des rencontres de comédiens. C'est lui qui lui interdit. Ouais, non. Je suis d'une naïveté aujourd'hui, c'est confondant quoi. L'amour possessif, c'est possible. Bah tiens. Non, et puis il y a quand même un Johnny Depp qui se réinvente. Enfin, je veux dire, je pense qu'au-delà du public ado, je pense qu'on passe un très très bon moment quand même, qu'on se laisse embarquer, que l'histoire a été réécrite intelligemment en gardant quand même les grands classiques. C'est-à-dire que ceux qui aiment Alice au Pays des Merveilles ne seront pas déçus. Ça reste une belle expérience. Là, c'est Johnny Depp, là? Oui. Mais on dirait Vanessa Paradis. C'est vrai? C'est vrai. C'est l'amour ultime. C'est l'amour ultime. Alice au Pays des Merveilles, donc ça sort dans quelques jours. On passe à un livre. Concerto à la mémoire d'un ange. Oui. C'est le nouveau roman d'Éric Emmanuel Schmitt qui sort chez Albin Michel. Si j'ai bien compris, on pose des questions essentielles du type « Sommes-nous libres ou subissons-nous un destin ?» Pouvons-nous changer? C'est quand même des trucs qu'à notre âge, mon petit Philippe, il faut qu'on se pose très très vite. Alors vous nous le pitchez un peu, Mathilde? Alors je vous le pitch. Alors, effectivement, c'est des questions essentielles, c'est aussi des sujets de bac en terminale. Hein. Moi, ça m'a pas fait totalement... et que ça va pas exciter les neurones. En gros, on a donc 4 histoires, 4 figures de rédemption réussies ou pas, et la figure de Sainte Rita, qui est la patronne des causes désespérées, que vous êtes peut-être déjà allé saluer une fois. Et donc, on la croise sous différentes formes, cette Sainte Rita. Bon, pour moi, Éric Emmanuel Schmitt, c'est quelqu'un que je vais retrouver justement sur la fameuse table basse, mais pas chez moi, plutôt celle de ma grand-mère. Et c'est un auteur blockbuster, vraiment. Et donc, je trouve que c'est Paolo Coelhiste, c'est Marc Lévien, ça marche aussi dans l'autre sens.
Donc, c'est quoi un livre qui marche? Les recettes. Alors, il y a un peu de faits divers à la petite semaine, genre l'empoisonneuse, la série L'Empoisonneuse, donc croustillant. On est un peu excité comme quand on lit une page du Parisien aujourd'hui en France. Ensuite, il y a évidemment cette histoire de pouvoir, les arcanes du pouvoir, tout ce qu'il peut y avoir de monstrueux. On va retrouver la métaphore bien lestée. Mais un petit peu épuisante. Par exemple, son amour s'était perdu dans les couloirs de l'histoire. Moi, je peux pas. Et alors, je vous dis quand même, un passage, je sais que ça se fait pas, mais je le fais quand même. Mais court. Voilà, très court. À propos de Greg, un marin de 40 ans qui est mécanicien sur un bateau, qui réalise qu'il a été un mauvais père. Greg vivait une douleur inattendue. 2 points. Il s'était mis à penser. Alors, si les syndicats de marins viennent pas frapper chez Éric Emmanuel Schmitt très vite contre ce cliché condescendant, là, voilà. Alors donc quand même, on peut lui dire un truc sympa. C'est un peu comme dans une affiche, vous savez, il y a une astérique en bas qui vous dit mention légale, tac, tac, tac. Alors lui, il dit à la fin, je pardonne au lecteur s'il a plus de talent que moi. Vu le nombre de lecteurs qu'il a, il y en a peut-être un qui a plus de talent. Ariel? Oui, c'est un peu démago de dire ça, mais moi, ben voilà, c'est en effet un de ces auteurs, comme Paolo Coelho, comme Marc Lévy, que les gens emportent dans l'autobus, dans le train, lisent ça. C'est comme en faisant la vaisselle. Ça pourrait être mis en épisode, comme ça fonctionne toujours. C'est ça. Bon, moi, je dois dire que je l'ai joué. J'ai joué ces mots inventés par lui dans Le Libertin. Ah oui. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai un rapport plus spécial, parce que quand on a joué quelqu'un, on le regarde différemment, on sent les choses différemment. Il n'empêche... Non, il n'empêche que bon, c'est quelqu'un qu'il faut saluer. Je crois que c'est l'auteur français le plus traduit dans le monde en ce moment. C'est le plus joué avec Yasmina Reza. Le plus joué, voilà. Il est joué et traduit aussi. Je crois qu'il est traduit en coréen, enfin dans les langues les plus insensées, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez mondial, les gens lisent ça, voilà. Et je donc, dois dire... quoi qu'on dise, quelques réserves qu'on ait, il s'emballe derrière. Philippe? Oui, je serais beaucoup moins sévère que vous. C'est comme si ça vous faisait mal au cœur, mal au sein, mal... non, non, mais c'est une expression. Qu'un auteur ait du succès, c'est pas... C'est pas parce que... C'est pas parce qu'un auteur a du succès qu'il est pas bon. Non, c'est pas vrai. Moi, j'adore le succès. Il faut qu'il y ait des auteurs comme Schmitt qui posent, avec une expression qu'on peut contester, il y a plus ou moins de talent. Enfin, moi, je trouve qu'il a très souvent beaucoup de talent. Des questions essentielles, c'est pas du tout. Au contraire, c'est une popularisation, une vulgarisation de problèmes essentiels, car ils sont simples, ma chérie, les problèmes essentiels. Le problème qu'il pose, il est simple, et en même temps, il résume une des questions existentielles de la vie. Et il le fait, je trouve qu'il le fait très bien. Qu'est-ce que c'est le problème qu'il pose? Et c'est un autre reproche, moi, que je lui ferai. Il pose le problème du déterminisme, de la liberté, quoi. Est-ce que nous sommes libres de nos actes? Il n'est pas le premier à le faire. C'est une question essentielle, c'est une question simple en même temps. Claude Lelouch l'a fait avant lui. Mais beaucoup l'ont fait. Et puis Diderot l'a fait. Je le connais moins, celui-là. Il l'a fait à sa façon. C'est Jacques le fataliste, quoi. Il m'explique en plus. Est-ce que c'est inscrit dans le ciel ou pas? Et il pose le problème de la liberté, le problème de la volonté, comme dans ses pièces d'ailleurs, dans certaines de ses pièces, il pose d'excellents problèmes. Le Visiteur, c'est une très bonne pièce. La Nuit de Valognes, c'est une très bonne pièce, etc., etc. Alors, ce sont des nouvelles, hein, juste très court. Ce sont des nouvelles, hein, il y a 4 nouvelles. Et moi, je lui sais gré de s'être essayé au registre de la nouvelle, et il réussit très très bien. La première de ces nouvelles est un excellent texte qui s'appelle L'Emmerdeuse. L'Empoisonneuse. Ah mais écoutez, non, ça finit beaucoup plus mal. Voilà, non, le reproche que je lui ferai, c'est de ne pas répondre à la question. Ces réponses sont assez contradictoires. Finalement, on ferme le livre et on n'en sait pas plus sur notre liberté, et on n'en sait pas plus sur le destin, on n'en sait pas plus sur le problème de la rédemption, c'est-à-dire est-ce que nous pouvons nous racheter de nos actes. Mon petit Philippe, si Éric Emmanuel Schmitt ou qui que ce soit répondait, ce serait historique. C'est gentil. Et d'ailleurs, il le dit dans le livre, j'aurais surtout pas la prétention de répondre, c'est intéressant de poser la question. Un peu plus dans la résolution du problème, c'est ça que je veux dire. D'accord, je comprends. Donc, Concerto à la mémoire d'un ange de Éric Emmanuel Schmitt chez Albin Michel. Alors, il y a une rubrique, je le dis pour Mathilde, je le dis pour Ariel, il y a une rubrique qui dure, hélas,
qui s'appelle Vive la crise, où nous suggérons à ceux et celles qui nous regardent et nous écoutent, j'espère, tout en lavant la vaisselle, qu'ils peuvent économiser sur certaines propositions culturelles et sur certaines créations. Par exemple, Thierry. Ah oui, c'est propositions culturelles. Alors, je suis peut-être à côté. Alors, c'est All About Steve, le nouveau film avec Sandra Bullock. Alors, pas le film pour lequel elle a eu l'Oscar, qui est un mélo américain qui, à mon avis, ne sortira jamais, où elle est assez moyenne. Là, c'en est une autre, c'est une comédie romantique avec, donc, elle, super, Bradley Cooper, qu'on a vu dans Very Bad Trip. Ça doit marcher, Thomas Hayden Church, qui est aussi un bon acteur. L'histoire est assez simple. Elle tombe amoureuse d'un journaliste de CNN et décide que c'est l'homme de sa vie et de le suivre partout. C'est accablant. C'est accablant. C'est accablant, c'est-à-dire que ça n'est pas drôle, ça n'est pas émouvant, ça n'est pas touchant. Et moi qui adore les comédies romantiques, j'en ai ras-le-bol de ces réalisateurs qui prennent ça à la légère et de cette comédienne qui peut le faire très bien. Et là, on a le sentiment que sans doute il y avait une période d'impôt avant Oscar. Heureusement, elle a eu l'Oscar et il n'y aura plus de All About Steve, j'espère. Si vous aimez Sandra Bullock, n'y allez pas. Très bien. Mathilde, une petite économie. Dans la salle. Alors moi, ce que je déconseille, mais malheureusement j'ai un antidote, donc je suis pas sûre de vous faire économiser de l'argent, c'est la BO d'Alice, qui s'appelle Almost Alice, qui est celle dont parlait Thierry tout à l'heure, donc avec Avril Lavigne, et ce qu'on pourrait appeler des guests plaqués or, c'est-à-dire qu'il y a Franz Ferdinand, il y a quand même Robert Smith des Cure, c'est pas rien, et puis bon, Tokyo Hotel pour ceux qui sont fans. Bon, donc ça s'annonce excitant, et quand il y a un de casting comme ça, c'est quand même dommage, ça dégouline vraiment, ça arrache les enceintes, quoi. C'est intenable, ça gâche complètement, enfin je trouve que c'est à côté de l'imaginaire d'Alice. Et il y a Danny Elfman, justement, pour compenser, qui est le soundtracker attitré de Tim Burton. Donc voilà. Très bien. Moi, j'ai l'habitude de proposer qu'on dépense un petit peu d'argent. C'est un peu la rubrique des vieux copains, vieux complices, en tout cas aujourd'hui, parce que d'habitude, pas du tout. Ce sont les mémoires de Philippe Gildas. Oui. Comme il m'a offert mon premier boulot en 65, moi ça me raconte toute sa vie et donc toute la mienne. Moi je lui ai offert son premier boulot en 62. Il le raconte, mais il le raconte. Le bouquin s'appelle, je suis jamais dans le bon ordre, Comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec des oreilles décollées ou l'inverse. Et il raconte comment il a démarré à Combat, que dirigeait alors Philippe Tesson, comment ensuite il a été à Radio Luxembourg, devenu RTL, etc. À travers la sympathie de cet homme, l'intelligence et le sens journalistique de Philippe Gildas, on couvre 50 ans de presse écrite, de radio et de télé. Et le bouquin de Philippe est chez Flammarion. On va se retrouver après la pub pour parler du premier film de Géraldine Nakache, Tout ce qui brille. On fera un rapide comparatif entre deux maisons de poupées, celle où joue Audrey Tautou, celle où joue Marina Foïs, et puis on parlera du nouveau roman de Paul Auster. Ça balance à Paris, deuxième partie, et oui, nous accueillons le printemps, donc nous accueillons Mathilde Serrel, Philippe Tesson, Thierry Chaise, Audrey Diwan et Ariel Dombal. Et j'enchaîne directement Tout ce qui brille. Tout ce qui brille, c'est le premier film signé Géraldine Nakache, et pour être complet, Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Alors il y a déjà un casting qui est extrêmement séduisant. Leïla Bekti, Audrey Lamy, elle doit déjà ne plus apprécier qu'on le répète tout le temps, mais c'est la sœur d'Alexandra Lamy, mais c'est pas pour ça qu'elle est dans le film. Virginie Ledoyen, Manu Payet, Géraldine Nakache herself. Géraldine a écrit cette histoire sur plusieurs années. Cette histoire d'Élie et Lila, qui sont comme deux sœurs qui vivent dans une cité, mais c'est pas le problème des cités qui est posé. C'est le problème des gens qui habitent à 10 minutes de Paris, mais de l'autre côté du périphérique, et qui ont l'idée que s'ils passaient le périph', ils pourraient atteindre un monde et un bonheur qui risque sans ça de n'être jamais le leur. Et c'est donc l'idée aussi, puisqu'il faut toujours tirer, comme Éric Emmanuel Schmitt, de grandes philosophies. On est quelquefois souvent à 10 minutes du bonheur. On est de temps en temps. Et voilà, on est à 10 minutes du bonheur. Et ce film, je vous en propose maintenant la bande-annonce. Tout ce qui brille.
Le film de Géraldine Nakache et Hervé Mimran, tous les comédiennes et comédiens que je vous ai cités, vous les avez retrouvés avec beaucoup d'autres, car il y a énormément de second rôle, de troisième rôle, tellement bien écrit que c'en est un bonheur. Je dis ça parce que vous pouvez penser ce que vous voulez, j'ai adoré ce film. Et vous, Thierry? Il y a des films, on dit, tiens, allez le voir, ça peut les aider. Là, on veut dire, allez le voir, vous allez passer un moment incroyable. Exactement. Moi, je trouve ça vraiment... On parle de comédie, on dit souvent, mais c'est compliqué à écrire, c'est compliqué à filmer. Là, c'est écrit, mais alors, des situations, au dialogue, au cordeau, avec des répliques qui restent, que vous allez vous raconter en sortant de la salle. C'est joué, mais divinement. Mais c'est pas les mots pour le mot. Ah, pas du tout, mais parce qu'il y a une situation. Parce qu'il y a une situation, parce qu'il y a une situation. Il y a des comédiens, on peut citer aussi Lindan Pham qui fait un personnage incroyable, Leila Bekti, mais qui c'est pas rayonné, c'est pas ça, c'est autre chose. Hein. On est d'accord. Géraldine Nakache. C'est la première fois qu'il la voyait. Elle est devant et derrière la caméra. Et surtout, moi, à la fin des années 80, il y a un monsieur qui s'appelait Éric Rochon et qui avait décrit la jeunesse de la fin des années 80. Ça s'appelait Un monde sans pitié. Ouais. Eh bien, ce que réussissent à faire eux, parce que ce n'est pas qu'une comédie, parce que c'est aussi touchant, parce que c'est aussi un regard, pas du tout moraliste, mais un regard social au vrai sens du terme, ils filment la jeunesse de cette... C'est un moment, c'est capté, ça pourrait pas être fait il y a 5 ans, ça ne fera pas dans 5 ans. Il y a quelque chose de très précis, et c'est Le monde sans pitié de ces années-là. Et à ce titre, quand on dit que c'est qu'un premier film, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Encore mieux, vivement les prochains, mais déjà, courez voir celui-là. Ah oui, celui-là. Oui. Audrey? Bon, il a à peu près tout dit. Hein. Non, il y a vraiment bien dit, je suis d'accord avec lui aussi. Bon, tout le monde est d'accord. Non, c'est un film qui est effectivement très drôle. Moi, il y a effectivement des répliques que j'ai répétées à mes amis en sortant. Genre, vous savez, chez les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des pâtes au citron. C'est comme si tu mettais du pulco dans tes pâtes. Et bon, alors moi, je trouve que la critique sociale, on s'en fout un peu parce que évidemment, chez les riches, on ne s'est pas élevé chez les enfants. Chez les pauvres, on est sympa. On s'en fout complètement que la critique sociale soit pas forcément fondée. Il y a des personnages extraordinaires et moi surtout que c'est pas leur sujet. C'est pas le but. De faire une critique. C'est pas une critique sociale. C'est défoulatoire. Moi j'aime bien le côté les nanas Kaira parce que pour ma génération il y a un truc très sympathique quand une fille se fait agresser devant une boîte de nuit et que Géraldine Nakache elle a un petit mouvement, elle fait boum. Elle plante le mec qui s'effondre. Ça ne dévoile absolument rien de l'intrigue. Et puis il y a surtout Audrey Lamy que je trouve très drôle. Moi, j'aimerais la voir dans autre chose. On aurait dit un Laurent Deutsch au féminin. Enfin, je l'ai trouvé excessivement drôle. Écoutez, je ne sais pas si vous la verrez dans autre chose, mais on va déjà la voir là. Ah bah voilà. Audrey Lamy, Géraldine Nakache. Géraldine, je vous en prie. Bonjour. Bonjour Audrey. Asseyez-vous, je vous en prie. Bien. Eh bien, mesdemoiselles, mesdames, c'est pas mal comme début. Merci. D'avoir écrit. Ce qu'on vient d'entendre. C'est vrai? Ouais. Mais en plus, je pense que vous avez senti combien on était sincères parce qu'on a. Thierry l'a vachement bien dit, Audrey a rebondi pareil. C'était des avant-premières. Ah oui. Moi, je ne l'ai pas vu, hélas. Vous l'avez vu? Vous l'avez écrit sur combien de temps, Géraldine? Sur 2 ans et demi, on a mis 4 ans en tout à le monter. 4 ans pour. Vous avez eu du mal ou c'était juste que vous avez pris votre temps? Alors, on a un peu pris notre temps parce qu'on ne voulait pas faire d'erreur et puis parce qu'un premier film et un film tout court, c'est difficile et long à monter. D'autant que Hervé et moi, on était personne. Hervé Mimran, oui. Hervé Mimran et moi. Donc, du coup, ça prend du temps. Vous vous étiez rencontrés sur le tournage de... Comme Thiebel, de Lisa Azuelas. Il avait coécrit le film, il était conseiller technique aussi. Il m'aidait sur le plateau parce que moi, je débarquais en tant que comédienne. Il m'aidait à... Il me donnait quelques conseils et puis une amitié s'en est suivie. Et puis après, ça a été tout naturel pour moi de faire appel à lui quand il a fallu écrire ce film. Vous donnez le sentiment d'avoir pris un plaisir à le faire, qui est au-delà de vos personnages. Oui, ça c'est vrai. En même temps, c'était très... c'était pas du tout militaire, mais c'était très rigoureux parce qu'on a travaillé qu'avec des gens qu'on aimait. Entre les prises, mais après, on était... Ouais, c'est ça. Quand tu travailles avec des gens que tu connais beaucoup et que tu aimes beaucoup, on s'offre pas la possibilité de justement des fous rires et tout parce qu'on a envie de donner le meilleur. Et Leïla, Audrey, elles étaient hyper rigoureuses et très attentives sur le plateau. Vous avez dû le tourner rapidement parce que ça coûte cher. En 8 semaines, on a pas mal couru. Mais c'est riche, hein? Merci. Parce que quand je dis c'est riche, Géraldine, c'est qu'il y a vous avez découpé ça de façon magnifique sur une écriture qui est déjà extrêmement riche et exubérante. C'est épatant que vous ayez en plus tourné ça et aussi bien en 8 semaines. Mathilde l'a vu également.
Moi j'ai vu, j'ai adoré aussi. Ça m'a fait le même effet que Comme tu es belle, c'est-à-dire au départ le titre et l'affiche ne m'excitent pas, et puis après une fois que je suis dans la salle, c'est ce qu'on se disait, c'est le feel-good movie à la française, quoi. C'est génial, c'est hyper excitant, on n'arrête pas de rire. Moi j'adore, alors dans les personnages secondaires, Nader Boussandel, quand même, qui est là, en haut de son balcon dans sa tessie, et qui harangue, tic et tac. Et alors dès qu'on lui répond, tout d'un coup, petit garçon timide, il a le numéro de portable, il n'ose pas appeler. Je trouve le personnage génial. J'adore les branchés qui s'en prennent plein la gueule. Donc ça c'est des boîtes de nuit à Paris, le Baron, tout ça, les soirées concept dans les supermarchés. Je me mets moon boots, c'est trop branché. Touche pas à ça, c'est la déco. Génial. Vous n'êtes pas du tout. C'est un très bon rôle de composition, parce que vous n'êtes pas du tout. Je fais pas du tout de sport. Et je parle pas comme ça, moi. Super vénère, donc c'est ça qui est drôle. Il y a un moment dans le film, je vous le dis, si jamais vous aviez besoin, je ne suis pas sûr qu'elle ait tous ses diplômes, mais elle est coach sportive. Mais c'est une merveille. Ouais, c'était super. Mais vous êtes magnifique comme comédienne, vous l'êtes tout au long du film, comme tout le reste du casting, mais quand vous n'arrivez pas à descendre de votre colère dans la voiture, c'est un moment... Mais elle est partie. Mais vous allez adorer ça. Vous allez adorer ça. Encore en boucle. Vous allez adorer ça. C'est une comédie... merci. Mais Thierry a raison, c'est comme les répliques d'Hippolyte dans Un monde sans pitié. On va se les réciter. Il y a longtemps que vous faites de la comédie, que vous jouez Oui, ça fait 10 ans. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient alors les gens? Non, j'ai fait des cours de théâtre, et puis après j'étais au conservatoire, donc et puis j'ai fait beaucoup de théâtre après mon école. Et vous vous êtes rencontrés Tout à fait, je fais un one-woman show. Via notre directrice de casting, Emmanuelle Prévost, qui a vu plus de 100 filles pour le rôle de Carole, puisqu'on avait une idée très précise en tête, Hervé et moi. Elle est arrivée, on avait mis un dress code pour les comédiennes qui venaient passer les essais. On avait demandé à ce que les comédiennes viennent en jogging. Elle est arrivée en jogging et à la fin du casting, on l'a appelée Carole. On s'est trompé en fait. On a dit bah, merci Carole. Pardon. On te rappellera. Et après, alors, parce que c'est la pression après, non? Alors après, on va dormir un petit peu. Ouais. Mais non, on a évidemment, c'est addictif tout ça. On a envie d'écrire un deuxième film avec Hervé. On n'a pas tellement encore le sujet. On a juste envie de raconter des choses qu'on a encore un peu dans le ventre. On a une certitude, c'est qu'on a très envie d'écrire pour Audrey et Leïla Bekti à nouveau. On peut qu'être d'accord, et en tout cas, continuer d'avoir ce souci d'aller jusqu'au dernier détail, la pipelette dans la... c'est magnifique d'aller chercher cette femme et de travailler aussi bien ce troisième, quatrième personnage derrière. Bravo, on est heureux, et ceux qui vont y aller maintenant vont être aussi heureux que nous, ce qui n'est pas peu dire. Merci beaucoup. On vous libère ici. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Salut Géraldine. Vous nous en direz des nouvelles. On va aller au théâtre maintenant parce que alors c'est incroyable, cet embouteillage de maisons de poupées. 5. Alors moi j'en avais déjà 3 en tête avec celle de Braunschweig à la Colline en novembre 2009. Bien, hein? Qui était bonne, oui. Ouais. Moi, j'étais allé... C'était une des premières créations de Braunschweig oui, c'était ses débuts à Paris. Quand il a succédé à Françon, au Théâtre de la Colline. Et puis, on a donc, depuis le 16 février, on va commencer par là, avant de parler de la maison de poupée avec Marina Foïs, mise en scène par Martinelli aux Amandiers, on va commencer par celle du Théâtre de la Madeleine. C'est toujours la pièce d'Ibsen, depuis le 16 février, donc au Théâtre de la Madeleine, mise en scène par Michel Faux, avec Audrey Tautou et aussi Pascal Elsaut, Sissi Duparc. L'histoire de la maison de poupée, je ne sais pas si je dois la rappeler, Nora vit avec son époux et ses enfants dans une maison qui est absolument parfaite, et elle y est une maîtresse de maison, une épouse, une mère absolument parfaite, jusqu'au jour où elle se rend compte que sa vie n'est que vide et qu'elle est sans substance, et alors là, ça nous met un bordel dans l'affaire, je ne vous dis que ça. Alors, sur la Madeleine, Thierry? Sur la Madeleine, il y a Audrey Tautou qui fait ses débuts vraiment, alors elle en a fait lorsqu'elle était au cours Florent, mais qui fait ses vrais débuts sur scène, et il y a Michel Faux qui la met en scène et qui est son partenaire. Et c'est pour moi les deux vraies raisons d'y aller au-delà même du texte, c'est-à-dire que ce qu'a créé Michel Faux, il y a un côté baroque qui moi me plaît beaucoup, qui sort la pièce. Moi, je vais peut-être faire un crime de les Ibsen, mais sur la fin de la pièce, je trouve tout ce qui a été dit, il y a une conclusion où d'un seul coup, on répète tout en moins bien. Peu importe quand on voit cette pièce de Michel Faux, parce que il a un point de vue,
Et il a l'actrice qui est capable d'interpréter ce point de vue-là. C'est-à-dire que le début d'Audrey Tautou, avec cette voix très haut perché, ce côté fou, et la manière dont petit à petit, évidemment, le drame arrive, peu de comédiennes sauraient faire passer ça, et peu de comédiennes débutantes, encore moins de comédiennes débutantes sauraient le faire. Donc moi, j'ai vraiment suivi cette pièce à travers ça, et je trouve que, voilà, il n'est pas engoncé quand il le fait, c'est quand même une œuvre, il y en a 5 en plus, mais que son point de vue à lui m'a intéressé, et que c'est son point de vue qui m'a fait rentrer dans cette pièce. Oui, parce que 5 maisons, c'est un lotissement. Exactement. Ariel, vous êtes de cet avis? Moi, évidemment, je connaissais cette maison de poupées qu'on joue toujours en fragments dans les cours de théâtre. C'est vraiment une sorte de must absolu, plus que Peer Gynt et tout ça. Et puis on peut dire que Ibsen, c'est une chose, enfin, c'est une problématique du 19e siècle, vraiment. Et finalement, on peut se dire que beaucoup de femmes n'en sont pas sorties. Donc ça garde cette espèce de modernité incroyable. Parce que tout de même, on a l'impression qu'en effet, ce ne sont plus des problématiques actuelles. Mais si, ça l'est. Alors au début, j'étais un petit peu déroutée parce que Audrey, que j'aime beaucoup, je trouvais que c'était très maniériste avec cette petite voix au perché, que c'était voilà, que c'était une espèce de fabrication presque énervante. Et puis après, c'est comme une partition musicale. À la fin, on comprend pourquoi c'est joué comme ça. Et elle est tout autre après, comme le papillon qui sort de la chrysalide. Et on comprend, et voilà. Et esthétiquement, c'est très amusant. C'est en effet très étrange. Je n'ai pas vu celle montée avec Martinelli, mais comme j'ai été mise en scène par Martinelli, j'ai très envie de voir, parce que c'est sûrement très, très étonnant. Et l'actrice, Marina est très remarquable. Bah, Philippe va nous faire un pont entre les deux. Vous avez vu les deux, vous, Philippe? Oui, un pont à faire entre les deux, c'est évident, parce qu'elles sont vraiment, c'est mon sentiment profond et sincère, elles sont excellentes toutes les deux, et elles donnent l'une et l'autre une vision particulière, celle du metteur en scène, et un peu différente de l'œuvre. Et c'est ça qui est très intéressant. En fait, il faudra aller les voir toutes les deux. Marina Foïs, la Nora de Martinelli est déjà une femme. C'est déjà une femme. On voit, en tout cas, on la voit devenir très, très, très mûre sous nos yeux. Elle a un rapport de force avec son mari, car elle est blessée aussi dans son amour, dans ce qu'elle croit être l'amour de son mari, et dont elle découvre que ça n'est pas vraiment de l'amour, que c'est autre chose. Alors, c'est déjà une femme, il y a un rapport de force. Elle est très adulte. Et Martinelli donne une connotation sociale assez accentuée à la pièce, qui devient une pièce moderne, plus universelle, et qui intéresse finalement tout le sexe féminin. Audrey Tautou et Michel Faux, c'est beaucoup plus proche du texte d'Ibsen, et ne serait-ce d'ailleurs que du titre de la pièce d'Ibsen. C'est vraiment une poupée. Dans le texte d'Ibsen, il y a une référence à la boîte à joujoux. Elle est comme une petite fille, elle n'est pas une femme, et c'est ça qui est sublime. C'est qu'elle arrive à l'état de femme juste à la fin de la pièce. Jusqu'alors, elle était une petite enfant adorable, une alouette, comme c'est dans le texte également. Elle est très alouette. Et la mise en scène de Michel Faux épouse donc cette vision, et de surcroît elle s'inspire du registre expressionniste plus que baroque de l'époque, c'est-à-dire très naturaliste, révériste, avec un maquillage outré et des gestes très automatiques. Elle est là comme un petit pantin articulé dans les mains de son mari, jusqu'à ce qu'elle découvre que son mari est une ordure, car c'est de ça qu'il s'agit, et elle prend sa liberté et elle s'envole comme un oiseau. C'est très beau, l'interprétation d'Audrey Tautou. Très beau et très juste. Mais l'autre est bonne, hein, l'autre est bonne aussi, elle est intéressante. Mathilde, vous avez vu, vous êtes allé aux Amandiers dans la mise en scène de Martinelli avec Marina Foïs. Alors Marina Foïs, elle dit que cette pièce d'Ibsen, c'est un tube. Et elle a raison, c'est comme un hit, c'est dans le top 50 de la dramaturgie. C'est un standard. Et je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de modernité. Moi, j'ai vu donc la mise en scène de Martinelli, le décor un peu Ikea quand même, on a poussé un peu la modernité trop loin. Mais Marina Foïs est exceptionnelle. En plus, c'est vrai qu'il faut imaginer qu'Ibsen a pu avoir un regard absolument moderne, parce qu'il nous rend ridicule, cet homme.
Et ça, on le sent très bien dans la mise en scène de Martinelli. C'est-à-dire, comment a-t-il pu avoir les yeux d'une femme pour voir à quel point c'est ridicule un homme qui vous dit « Je te pardonne, ça me fait si plaisir de te redonner naissance. » Enfin, c'est complètement dingue. Et ça, je sais pas si les hommes de l'époque l'entendaient, mais là, on l'entend bien. Il y a d'ailleurs une actrice allemande qui avait refusé de jouer la fin parce qu'elle voulait pas abandonner ses enfants. Mais tous les hommes ne sont pas des salauds. Hein. Mais bien sûr. Mais non, mais ils peuvent être ridicules. Ils peuvent être ridicules. Et en tout cas, la scène de la fin, qui pour moi, c'est un peu un triple axel, faut pas la louper. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment le moment où elle passe de poupée à personne. Et alors là, Marina Foïs, elle réussit beaucoup mieux que Brianne Joubert à Vancouver. Elle fait une réception parfaite. Et médaille d'or, vraiment, je suis allée le soir de la première, elle a été bien stressée, elle était exceptionnelle. Bah écoutez, les filles et les garçons, bravo, parce que vous nous avez donné envie de voir les deux. Oui, vous nous avez envie, alors que c'est vrai que c'est joué souvent et tout récemment encore, vous nous avez vraiment donné envie d'aller voir à la fois au Théâtre de la Madeleine le travail de Michel Faux sur cette maison de poupées d'Ibsen avec Audrey Tautou dans le rôle titre, comme on dit dans les journaux, et aussi l'interprétation de Marina Foïs sur la mise en scène de Martinelli au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Merci, vous avez fait un bon boulot pour le théâtre, puisque vous êtes allés voir des gens qui vous ont touché, ému et intéressé. On passe à la littérature, cette fois-ci, et pour une fois, on peut dire littérature, puisqu'il s'agit du beau Paul Auster. Polo pour les intimes. Après Seul dans le noir, Paul Auster publie Invisible, toujours chez Actes Sud, et je vais me délester comme un petit lâche, car comme l'affaire et la structure n'est pas simple, je vous laisse pitcher, ma petite fille. Ouais, c'est vraiment pas un cadeau que vous me faites. Ça commence avec le jeune Adam Walker, qui est un wannabe poète, en quelque sorte, qui est en train de s'ennuyer dans une soirée, et sur qui tombe un très étrange couple, Rudolf Born, qui est un professeur à l'université de Columbia, et sa maîtresse aux yeux verts qui porte des bottes en cuir noir, et se met avec lui en place un jeu de chat et à la souris. Il commence à jouer à chat et à la souris, et progressivement ils vont s'emparer du jeune homme et faire de lui le témoin d'un meurtre. Alors là, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'après on dévoile l'histoire, mais en gros, on est vraiment sur un parcours initiatique et ce meurtre a des répercussions, cette histoire, cette nuit a des répercussions sur les 30 années qui suivent. Je trouve qu'on revient vers le grand Paul Auster, et ce qui est formidable d'ailleurs, c'est de le voir comme ça danser sur un fil, c'est-à-dire parfois perdre un peu l'inspiration et puis remonter au plus haut avec cette forme de mise en scène où il fait des zooms comme ça sur les personnages. Si vous m'autorisez 2 minutes, il a une façon de décrire. Puis de toute façon, tout à l'heure, on citait les auteurs qu'on n'aimait pas. Maintenant, je peux faire un peu de lecture d'auteurs que j'aime bien. Il décrit donc Margot, qui est cette femme-là. Il dit « Quant à Margot, elle était là, ne remuant pas un muscle, le regard perdu dans le vide, comme si sa principale mission dans la vie consistait à avoir l'air de s'ennuyer. Mais attirante, très attirante pour le gars de 20 ans que j'étais, avec ses cheveux noirs, son col roulé noir, sa mini-jupe noire, ses bottes de cuir noir et ses grands yeux verts lourdement fardés de noir. » Et ben moi, j'ai tout de suite l'impression que cette fille est en face de moi, et c'est cette incarnation-là qu'on retrouve chez Paul Auster, qui, au-delà de la structure, fait vraiment rentrer dans le livre, je trouve. Thierry ? Je suis entièrement d'accord, et la suite est au niveau. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable. Il fait la suite. Non, mais quand ça démarre comme ça, on se dit, bon, quand on arrive au bout de 50 ans, je dis, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Et il y a un exercice, en effet, de funambule, qui est à la fois quelque chose de petit malin et de grand écrivain. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on est entraîné, c'est comme si d'un seul coup, un film était fait par 3 cinéastes, mais que malgré tout, à l'arrivée, on avait quelque chose qui se tient totalement. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas envie d'aller au bout. On se dit, mais c'est pas possible, il faut pas que ça se termine. Moi, j'ai vraiment, les derniers livres d'Auster m'étaient tombés des mains après des très beaux débuts. Et là, j'ai eu du mal à m'en séparer. C'est pour moi un très grand Auster. Je rappelle le titre du livre de Paul Auster, Invisible, chez Actes Sud. Ariel, on vous retrouve les 24 et 25 mars prochains à La Cigale. Oui. Vous aviez mis avec À mort la barre très haut, puisque ça a été un triomphe. Oui. On vous attend donc dans le Live Glam Vidéo Show. Oui. Que vous décririez comment en 2 mots? Eh bien, écoutez, pendant 9 mois, j'ai fait des films un peu psychopop qui seront derrière moi pendant que je chante. Voilà, et c'est une sorte de voyage interstellaire. Cette fois-ci, je chante beaucoup de Philippe Catherine, mon dernier album. Qui vous rejoindra sur scène. Voilà, mais je chante aussi des airs latinos, un peu plus électro. Et voilà, puisque je suis avec les musiciens de Philippe Catherine aussi sur scène. Et voilà, et je crois que c'est
une sorte de spectacle. J'ai voulu quelque chose d'un peu complet. Voilà, et je suis habillée par Jean-Paul Gaultier qui a fait mes costumes. Of course. Et alors, à la Cigale, les 24 et 25 mars prochains, le live glam vidéo show d'Ariel Dombal. Merci beaucoup, chère chroniqueuse. Yes. Merci à toutes et tous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. 2 ou 3 petites choses à retenir de l'émission. Nos chroniqueurs ont été littéralement envoûtés par le pari musical de Dany. Bah, c'est un super joli moment, plein d'amour, plein de sensibilité, voilà. Ils ont également encensé le premier film de Géraldine Nakache, Tout ce qui brille. Ouais, non, on est hyper contente, ouais. Oh, quoi dire de plus? Enfin, les 2 maisons de poupées, avec Marina Foïs ou Audrey Tautou, il y en a pour tous les goûts. À la semaine prochaine!